aspiré. L'État est preneur. Il a déjà aspiré parce qu'il a fait la formation, il a la spécialité nécessaire. S'il a la spécialité qu'il faut, mais qui n'est pas dans le corps, ou du moins qui n'est pas dans le corps enseignant, n'est pas dans le système, il faut forcément passer par un couloir pour entrer. Alors, quelle différence faites-vous entre quelqu'un qui a le parchemin et quelqu'un qui n'a pas le parchemin, mais qui a le niveau pour enseigner et qui, lui, aspire à aller à l'enseignement? Au fur et à mesure que les années passent, les résultats du CEPE s'améliorent. 89,81%, c'est le résultat de l'examen de cette année contre 89,67%, soit une progression de 0,14%. Donc on se demande si ces résultats reflètent réellement le niveau des enfants ou si ce sont des résultats politiques. Les enfants que nous formons ont-ils véritablement le niveau pour répondre aux exigences du secondaire? Y a-t-il réellement un travail qui est fait? Les réformes engagées portent-ils leurs fruits au niveau de l'enseignement maternel et primaire? Et d'ailleurs, cela a un impact sur tout le reste du circuit. Mesdames et messieurs, résultats du CEPE, l'heure ou réalité? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec une charmante dame, une consoeur, qui répond, qui porte la voix du ministère de l'enseignement maternel et primaire sur ce plateau. Aminata Dia, bonjour. Bonjour Valentin Adiboucha. Sur ce plateau, je suis avec Moïse Soudé. Moïse, bonjour. Bonjour à vous Valentin, bonjour à Aminata Dia, bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre. Voilà, sur donc, cette émission Free Speech, nous abordons donc les résultats du CEPE. Nous allons faire une analyse pour voir un peu qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on puisse en arriver là, parce que là, nous approchons véritablement le plafond de 90%. Que se passe-t-il véritablement dans le ministère de l'enseignement maternel et primaire en matière de travail qui est fait pour qu'on en arrive là? Aminata Dia, lorsque vous observez un peu, lorsque vous analysez en tant qu'actrice du système depuis un certain nombre d'années, lorsque vous observez un peu les résultats, quelle analyse faites-vous? À nouveau, bonjour Valentin Adiboucha, c'est un plaisir d'être ici, d'être avec vous. Bonjour à vous Moïse. Bonjour. Mesdames et messieurs, c'est également un plaisir d'être en votre compagnie et d'échanger sur les résultats du CEP. Eh bien, vous l'avez dit, de 2016 à nos jours, il y a eu une progression nette des résultats du CEP. Déjà, nous allons parler d'une progression tant quantitative que qualitative. Nous parlons donc déjà des nombres, du nombre d'inscrits. En 2016, on avait 210 111 candidats inscrits au CEP, contre 271 851 en 2025. Nous avons donc une augmentation de 23% en 9 ans. Et donc, déjà, le nombre de candidats présents également augmente naturellement. Nous avons 203 455 en 2016 contre 266 320 en 2025. Donc vous allez comprendre qu'il y a eu un travail, il y a eu des réformes qui ont permis aux enfants d'être dans le système, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès aux écoles et de rester jusqu'en fin de cursus pour pouvoir aller à l'examen. Aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits. Vous savez, les enfants, par le passé, il y avait eu quelques pratiques qui avaient été dénoncées et pour lesquelles le gouvernement a travaillé, le ministère a davantage travaillé, c'est-à-dire que pour avoir de bons résultats, surtout en début de régime, puisqu'en 2016, vous vous rappelez que les résultats n'étaient pas aussi fameux, c'était des résultats réels, à savoir, je pense, 41, 47%, je pense en 2016, alors qu'on était habitué déjà à avoir des pourcentages très élevés, 90%, 100%, mais dès 2016, on a eu quand même un visage, du moins une nouvelle réalité. Est-ce que ça aussi, c'est pas politique? Non, pas du tout. Qu'on soit en 2016, que des résultats qui étaient mieux avant 2016 tombent, chutent carrément, est-ce que ça aussi, ce n'est pas de la politique? Non, nous allons y revenir. Nous allons revenir à cette question parce qu'il n'y a pas de politique quand il s'agit du secteur de l'éducation. Il ne saurait en être autrement. Il ne saurait en être autrement. Donc en 2016, nous avons eu un taux très bas
qui a reflété le niveau réel de nos apprenants, des apprenants du CM2. Et donc, sur cette base, il y a un travail qui a été fait. Un travail, des réformes qui ont été engagées, des initiatives qui ont été prises pour relever le niveau tant des apprenants que même des enseignants pour pouvoir avoir je dirais, un apprentissage de qualité. Et donc, cette progression, vous allez me dire, par quoi est-elle favorisée? Je dirais que cette progression est favorisée par ces mesures dont je parlais tout à l'heure, les mesures prises par le gouvernement, à savoir déjà l'obligation de présenter tous les élèves ayant fait le CM2 au CEP. Parce que après, vous savez, cette sanction qu'il y a eu dès 2016 avec les directeurs qui ont été déchargés pour 0%, il faut dire qu'après, il y a eu quand même des stratégies qui emmenaient certains à présenter que les meilleurs pour avoir le taux qu'il faut. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a un suivi par rapport à ces enfants. Aucun enfant aujourd'hui ne peut sortir du système ou du moins ne peut être effacé du système. Donc, tous les enfants qui sont au CM2 vont systématiquement à l'examen. Et lorsqu'ils sont présentés à l'examen, ils composent et ça nous permet de savoir exactement ce qui se fait à tel ou tel endroit ou ce qui se fait, le travail qui se fait par rapport par chaque directeur au niveau de chaque département. Donc, en dehors de cette mesure-là, nous avons aussi la mesure des sous-cycles. Déjà, parlons de directeurs déchargés. Hein. On continue d'en décharger. Nous avons de très bons résultats aujourd'hui. Fort heureusement, on peut dire que la mesure a quand même payé parce qu'aujourd'hui, nous avons de très très bons résultats. Est-ce que cette politique a marché? Oui, beaucoup. On dira que... On dit souvent que lorsque vous avez un policier en face, il y a la peur du gendarme, qui fait qu'on est obligé quand même de rester, je dirais, sur la droite ligne et de faire ce pourquoi on est appelé à être au poste. Mais est-ce que ces résultats-là, c'est vrai que de 2016 à 2025, il y a eu une évolution considérable par rapport aux années antérieures. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez certifier que ces résultats reflètent le niveau réel des apprenants? Parce que dans certaines classes de CM2, quand vous faites le tout, il y a toujours des enfants qui sont à la traîne, mais malheureusement, quand ils vont à l'examen, comme tout attend, tous les parents même n'espèrent pas que les enfants réussissent, ils décrochent les CEP. Vous savez, depuis 2016, il n'y a pas de rachat. Okay. Il n'y a pas de rachat depuis 2016. C'est une option. Même si les tests le permettent, les membres de la commission de délibération du certificat d'études primaires, avec à sa tête le ministre des enseignements maternels et primaires, ont fait l'option de montrer le niveau réel des apprenants. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est-à-dire que les tests le permettent. Les tests permettent à la commission, qui est souveraine, de décider s'il faut garder, par exemple, pour qu'un enfant soit admissible au certificat d'études primaires, il lui faut simplement avoir la moyenne dans 6 matières sur les 9 composées. Donc, si l'enfant est moyen et qu'il a 10 de moyenne partout, c'est-à-dire dans 6 matières sur les 9, il est admis. Donc, il y a la possibilité, les tests permettent donc de faire des rachats, d'aller peut-être à 5 matières sur 9, et même d'aller un peu plus bas. Et ça, c'est des pratiques qui se faisaient, c'est ce qui se faisait beaucoup plus par le passé pour avoir de forts taux. Parce que vous vous rappelez, par le passé, je fais une parenthèse, il y a ce qu'on appelle le PASSEC. Le PASSEC, c'est le système d'analyse des systèmes éducatifs de la sous-région. C'est un projet, un programme piloté par la Confémen. Mais je vous dis, en 2014, on était presque dernier, pour ne pas dire avant-dernier, même si on n'emploie plus ces termes-là aujourd'hui. Donc, en 2019, le PASSEC révélait qu'on était à un taux, c'est-à-dire les enfants en mathématiques et en français avaient un taux tellement bas qu'on était franchement à moins de 40%, ou, si mes souvenirs sont bons, si je garde les bons chiffres. Mais je vous dis, en 2019, avec toutes les réformes qu'on a eues, puisque c'est chaque 5 ans, 4 à 5 ans, que cette évaluation-là se fait au niveau des pays de la sous-région. Mais je vous dis qu'en 2019, on a fait partie des premiers. Le Bénin s'est révélé parmi les premiers pays, derrière des pays voisins, dont je ne veux pas donner les noms ici. Juste 3 ans après. Juste 3 ans après. Et qu'est-ce qui en a été Oui, on parlait des réformes. Il y en a eu des réformes, il y en a eu beaucoup. D'abord, l'accès. Les 3 programmes
du sous-secteur ont été revus, déjà avec le PAG 1. C'est-à-dire l'accès à l'éducation aux écoles, la rétention, retenir les enfants à l'école pour acquérir le savoir, et ensuite l'équité, permettre à tous les enfants béninois, quelle que soit leur situation, d'aller à l'école et d'acquérir le savoir au même titre que les autres. Dans le détail, qu'est-ce qui vous permet de retenir les enfants à l'école? Nous avons des programmes comme la cantine scolaire. Votre fierté? Oui, un programme qui a très bien marché. Et c'est un programme salué par le monde entier, salué un peu partout. Aujourd'hui, les gens viennent apprendre du Bénin. Nous avons des délégations qui viennent de tous les pays apprendre de l'expérience du Bénin. Donc c'est normal que ce soit une fierté pour nous. Donc la cantine scolaire aujourd'hui est venue régler un problème, sinon des problèmes. Parce que ça permet non seulement à l'enfant d'avoir un repas chaud, de rester à l'école, d'apprendre, d'être concentré, de recevoir de son professeur, mais ça permet également aux parents qui sont producteurs locaux, de vendre les produits, puisque aujourd'hui les achats se font sur le plan local. Donc c'est plusieurs problèmes qui sont réglés en même temps avec ce programme-là. Bien sûr. Oui, mais... Donc les parents qui font du jardin vendent donc les produits de ce jardin aux écoles, c'est ça? Les parents qui sont dans l'agriculture, bien sûr, qui sont dans les coopératives, parce qu'il y a aussi le ministère de l'Agriculture qui fait un travail formidable à ce niveau-là, donc voient leurs produits rachetés dans le cadre de la cantine. Mais je vais loin. Il y a même des initiatives au niveau des écoles, des directeurs d'école, la communauté également qui s'organise. Il y a des jardins dans certaines écoles. Il y en a qui vont jusqu'à faire la pisciculture. Comme quoi, c'est un programme qui a été tellement adopté, apprécié par la population, par la communauté, qui a un accompagnement de la communauté tout entière. Oui, par rapport aux résultats, ça c'est ce qui est fait du côté des apprenants et du côté des enseignants. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2016 pour que nous puissions avoir ce Déjà, oui, merci beaucoup pour la question, Moïse, Janvier. Au niveau des enseignants, vous savez, vous vous rappelez, hein, en 2016, les débuts du régime, il y a eu ce qu'on a appelé l'évaluation diagnostique. Certains ont refusé de s'y soumettre. Voilà, mais finalement ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que c'était pour la bonne cause. Il fallait avoir un état des lieux, savoir de quoi avaient besoin nos enseignants pour les renforcer. C'était tout. Et je pense qu'après cela, il y a eu des mesures prises pour renforcer les capacités de ces enseignants-là. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2017, chaque année, il y a un programme d'encadrement. Déjà, à la veille du CEP, il y a des annales qui sont mises à disposition dans les écoles, suivies par la direction de l'inspection de l'innovation pédagogique, qui vont sur le terrain, les inspecteurs qui suivent et qui encadrent les enseignants, surtout les directeurs qui tiennent les classes de CM2. Et donc, il y a tous ces outils-là qui sont mis à disposition aujourd'hui pour permettre aux enseignants de renforcer leurs capacités, mais de mieux, je dirais, transmettre le savoir aux enfants. Cette année, il y a eu une innovation. Il y a une particularité pour l'édition de 2025, c'est-à-dire en dehors des annales qui ont été mises à disposition, il y avait également des cahiers d'activités que le gouvernement a prévus sur budget national pour accompagner les enfants, tous les enfants du CM2, sur toute l'étendue du territoire national, que ce soit dans le public, dans le privé. Des cahiers d'activités prévus pour aider les enfants, renforcer leurs capacités et les accompagner au maximum, les préparer pour l'examen du CM2. Malgré toutes les réformes, on constate que sur le terrain, il y a encore des classes à gros effectifs. Les effectifs pléthoriques, on n'a pas pu régler ce problème-là jusqu'à maintenant. Vous savez, effectifs pléthoriques, il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Mais dans le même cas, nous avons également des classes, on en a vu, parce qu'on a eu des descentes sur le terrain, fermées, où le ministre était déçu. Pourquoi? Parce que, justement, il n'y a pas l'effectif. Il n'y a pas d'effectif dans ces classes-là. Public? Oui, public. Il n'y a pas d'effectif au point où vous retrouvez, nous on a vu des écoles pour les examens passés, le ministre a fait, avant l'examen bien sûr, lorsqu'on a lancé la rentrée scolaire 2024-2025, il a fait le tour dans quelques écoles, mais il y avait des salles de classe fermées parce qu'il y avait des enfants de 15, il y avait des écoles, pardon, avec des salles de classe de 15, de 20, de 23. Et pendant... Oui. En cité urbaine. En cité urbaine. Et quelles sont les causes de cette chute-là? Ce n'est pas une chute. Ce n'est pas une chute. Parce que vous savez... Vous dites qu'il y a plus d'infrastructures mises à disposition ou qu'est-ce qui peut justifier? Vous savez, par endroit, qu'on le veuille ou pas, il y a une disparité qu'on ne saurait expliquer. C'est un peu comme lorsque certaines personnes dénoncent
on crie, on dit, on appelle au gouvernement, on appelle le gouvernement à l'aide, on demande qu'on vienne réparer telle école dont la toiture a été enlevée. Mais le gouvernement joue sa partition. Le gouvernement joue sa partition en mettant à disposition des ressources, des fonds. Lorsqu'on prend par exemple les fonds FADEC, c'est des fonds qui existent depuis toujours. C'est plus de 3 milliards qui est envoyé chaque année au niveau des communautés pour régler cela. Donc c'est au niveau des mairies et autres. Vous pouvez encore investiguer, vous pouvez fouiller. C'est là, ça existe. Chaque année, il y a ces fonds-là qui sont envoyés pour résoudre les problèmes sur le terrain. Donc, lorsqu'on nous parle d'intempéries, c'est naturel. Donc, vous allez voir, quand je parle de disparité, vous allez voir que, par exemple, il y a des enfants qui démarrent la rentrée scolaire en septembre et d'autres qui démarrent un peu plus tard. Donc, la nature est ce qu'elle est. On ne saurait être... tout ne saurait être parfait, équilibré partout. Mais on fait avec ce qu'on a et on s'arrange pour que tous les enfants puissent avoir le même traitement, sinon le même rendu, les mêmes chances, le même... voilà. Alors, on revient aux réformes. Vous étiez en train d'énumérer les réformes. On a parlé de la réforme du système éducatif, notamment maintenir les enfants à l'école. Est-ce qu'il y a d'autres réformes qui ont pu impulser ce travail? Bien sûr. Toujours lorsqu'on parle de rétention, il faudrait que les enfants aient accès à des salles de classe. Il y a des infrastructures qui ont été construites. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites à ce niveau-là. Et quand je reviens, par exemple, aux réformes qui justifient cette progression des résultats au niveau du CEP, nous avons également la mesure du passage du sous-cycle qui impose le passage des enfants du CM1 au CM2. Parce que ce qui se fait, le programme qui se fait au CM1, c'est le même au CM2 avec peut-être d'autres notions. Donc voilà, il y a cela également qui explique. Il y a aussi la mise en place de la plateforme EducMaster qui a permis aujourd'hui de voir clair. Lorsqu'un directeur a 30 enfants dans sa classe, c'est que les 30, il a l'obligation de les présenter. Non, ça trace. En fait, c'est EducMaster qui génère la liste. Oui, la liste aujourd'hui, parce que toutes les informations sont sur EducMaster. Avec la digitalisation, il faut quand même aussi que voilà, qu'on évolue. Voilà, le numérique qui aujourd'hui aide beaucoup. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc ça permet d'avoir une traçabilité. Et il faut dire aussi que le taux de pourcentage d'admis, par exemple, au fil des années, je peux revenir, j'ai des chiffres. Donc en 2016, le taux de réussite était relativement faible, soit 41,98%. Et là, on l'avait critiqué dans le temps. Et donc, avec seulement 85 412 admis sur 203 455 inscrits. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'en 2026, notamment 2027, on retombe dans le même travail? Non, il ne saurait en être autrement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, le niveau réel des apprenants est ce qu'on a aujourd'hui comme résultat. Donc les fondations sont solides. Mais au collège, les enseignants se plaignent par rapport à l'effectif qui vient du primaire, que les enfants ne savent pas bien. Vous l'auriez dit il y a quelques années, et Moïse, que je serais d'accord avec vous, mais aujourd'hui je dis non. Vous avez vu le taux exceptionnel au bac cette année? 73%. Mais c'est les enfants qui étaient en 2018 qui ont commencé le collège. Ah, d'accord. C'est la cohorte. Non, parce que... Donc, oui, vous pouvez fouiller aussi. Hein. Vous pouvez, donc, c'est ça, ces enfants-là qui ont commencé le collège en 2018, qui ont eu ce taux-là en 2025, de 73%. Donc, en 2016, on était à un taux de 41,98%. En 2017, c'est-à-dire de 2017 à 2021, le taux de réussite a quand même significativement augmenté, atteignant des niveaux même supérieurs à 67%. Donc, on s'est retrouvé à 67,54% en 2018. Donc, en 2019, de 2019 à 2022, le taux a continué de progresser et on s'est retrouvé donc à 80%. 2023-2024, on a atteint 81,23% et 89,67%. Et 2025, aujourd'hui, nous avons atteint le taux de 89,81%, qui est le taux le plus élevé de la période analysée. Alors, lorsque je prends votre référentiel, ça veut dire que c'est à partir de 2018, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 2018, il y a eu un boost. Parce que vous êtes d'accord avec nous, lorsque nous sommes arrivés, en tout cas, en 2016, il
il y a eu l'état des lieux. Oui. D'accord? Il y a eu ce CEP-là où il n'y a pas eu de rachat. On a eu le niveau réel des apprenants. Maintenant, les mesures ont été mises en place. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous êtes à la cuisine, ce n'est pas en même temps qu'on mange. Il faut d'abord mettre les condiments, faire tout ce qu'il faut. Donc, on a eu le temps quand même de mettre des mesures. Les mesures ont commencé par porter leurs fruits petit à petit, avec une progression, je dirais, croissante, progressive. Oui. Voilà, si je me répète encore, mais bon. Donc voilà, donc on est passé de 41 à 60 à 80. On est toujours dans 80. On espérait cette année avoir peut-être plus de 80%, aller à 90%, pourquoi pas. Mais bon, on est toujours... voilà. Et ça, c'est des résultats réels dont nous sommes fiers. Quand j'insiste sur 2018, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 2018, la suppression du droit de grève. Est-ce que vous pensez? Oui, ça fait partie des mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, il n'y a plus d'année scolaire perturbée. Est-ce que vous pensez que autant les problèmes ont été réglés? On ne saurait régler totalement les problèmes. Régulièrement, on a des cas de suicide d'enseignants, on a des cas d'AVC d'enseignants. Vous savez, vous et moi, là, nous ne savons pas ce qui va se passer dans 2 minutes, dans 5 minutes, sur ce plateau. Donc, on saurait rattacher cela aux mesures prises pour le bien des enfants et même le bien même du système éducatif. Oui, par rapport aux réformes, nous aurions souhaité que le nombre d'enseignants, parce que quand nous faisons le ratio entre le nombre d'enseignants et le nombre d'apprenants, le ratio n'est pas ce qu'il faut. Il faut que... Quel est le ratio qu'il faut? Écoutez, quand je dis qu'il y a des classes de gros effectifs, normalement dans une classe, il faut maximum 40-45 élèves. Mais dans certains milieux, les gens sont au-delà. Et l'enseignant, parce que une chose est de dispenser l'enseignement aux enfants, les enfants comprennent, mais la charge, un enseignant qui ramasse par exemple son 10 cahiers et qui doit pouvoir veiller et qui doit pouvoir rendre les cahiers le lendemain, ça pose un problème sur la santé de l'enseignant. C'est vrai que lui, il est aguerri pour dispenser le savoir aux enfants avec l'aide des parents, mais les enseignants même qui sont au cœur de la formation, qu'est-ce que la réforme leur a apporté de nouveau? Merci pour la question. La réforme a apporté beaucoup aux enseignants. Beaucoup. Je reviens sur votre préoccupation. Tout à l'heure, on a parlé de disparité. Lorsque l'effectif est lourd, aujourd'hui, le ratio élève, enseignant, maître, c'est 45. Et nous avons ces salles de classe-là, nous en avons, je n'ai pas gardé ces chiffres-là, je ne les ai pas en tête, mais nous en avons sur toute l'étendue du territoire à foison. Mais il y a toujours ces cas-là où il y a plus d'enfants. Nous ne pouvons pas nier cela. Donc, qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Lorsque l'effectif est conséquent, l'enseignant a déjà la capacité et il a le bagage, tout ce qu'il faut sur le plan pédagogique pour gérer ses enfants. Et sur le plan santé, il a une couverture sanitaire. Et il peut aussi se référer à ses supérieurs. Il y a le chef de la circonscription scolaire qui est là. Il peut écrire directement s'il a des problèmes de santé pour que l'administration l'accompagne. Donc des mesures, il y en a beaucoup pour accompagner, soulager les enseignants. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de ces réformes-là qui n'ont pas été abordés jusque-là? Bon, nous avons parlé des réformes, il y en a eu beaucoup, vous savez, il y a les réformes éducatives. Et je pense qu'on va revenir peut-être en parlant globalement des réformes apportées au sous-secteur. Donc, on était sur les résultats que certains pensent parfois politiques. À ces personnes-là, je dirais, le ministre l'a dit, il l'a redit, le ministre des Enseignements maternels et primaires. Est-ce que nous sommes en fin de régime, on veut contenter les parents? Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas le cas. Je reprends ces mots. Le secteur de l'éducation est totalement dépolitisé. Dépolitisé, et il n'en saurait en être autrement. À ces personnes-là, moi, je réitère cela. Vous savez, l'on ne saurait mettre l'avenir de nos enfants en danger pour des questions d'intérêt politique. Non, la nation d'abord, le Bénin avant tout. Alors, Moïse évoquait tout à l'heure, à l'arrivée au collège, ces enfants ne répondent pas toujours
tel qu'on l'aurait souhaité dans les matières. Vous avez parlé des mathématiques, par exemple. J'ai répondu en partie avec un bel exemple à M. Moïse tout à l'heure. Parce que je suis enseignant du collège. Voilà. Donc quand ça arrive, les enseignants se plaignent. Ce n'est pas seulement dans beaucoup de collèges, les enseignants de la 6e, par exemple, se plaignent du niveau des apprenants venus de CM2. Il y a des écoles qui présentent 100%. Mais quand les enfants viennent au collège, ils ont du mal d'abord à écrire, ils ont du mal à assimiler leurs leçons. Et ça pose un problème. Ils se disent, est-ce qu'il y a un suivi ou bien on a donné l'examen aux enfants? Parce qu'un enfant qui a été bon, qui a décroché son CEP, a priori au premier trimestre au collège, doit pouvoir être performant. C'était le cas par le passé. Je réitère cela, c'était le cas par le passé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous êtes certain qu'à 100% dans toutes les écoles, ça se passe comme ça? Il ne saurait être le cas à 100%, M. Valentin. Oui, mais lorsque vous dites qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, oui, nous avons la certitude du niveau de nos apprenants. Que ce soit au niveau du primaire, que ce soit au niveau du secondaire, nous savons l'accompagnement qui est mis en place. Les enfants aujourd'hui ont un bagage intellectuel qui peut leur permettre de s'en sortir au niveau des classes, tant au secondaire que même à l'université. Vous en avez la certitude. Parce qu'au-delà de ce que l'État fait, quelle est la place des parents au cœur de ces réformes? Parce que l'enseignant, il donne l'enseignement à l'école. Oui. Mais l'enfant rentre chez lui. Qu'est-ce qui est fait à la maison? Parce qu'on a remarqué que les enfants, il y a des parents qui ont transformé les écoles en garderies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi. Et quand ces enfants... Tout est fait à l'école. Tout est fait à l'école. À cette préoccupation-là, je répondrai, là, il faut lancer peut-être un cri de cœur aux parents d'élèves pour qu'ils accompagnent. Mais ce qui est fait, ce qui est sûr, pour ce que moi, je sais, le ministre a tendance à dire, je prends souvent son cas, hein, je prends ses exemples parce que c'est avec lui que je travaille et c'est lui que je vois à l'œuvre. Il a souvent tendance à dire, l'enfant qui met pied à l'école est censé tout apprendre à l'école. Et l'enseignant doit se dire, tout ce qu'il doit savoir, cet enfant-là, c'est ici. C'est moi qui dois le lui enseigner. Comme si l'enfant, une fois à la maison, déposait son cahier et n'avait plus personne. Donc si un enfant aujourd'hui a le niveau qu'il faut, ça dépend de son enseignant. Quel est alors le rôle des parents? Les parents ont un rôle, bien sûr. Ils ont un rôle. Mais c'est pour vous dire quoi? Nous sommes dans une société où, qu'on le veuille ou pas, nous avons plus de personnes, je cherche le mot adéquat, qui ne sont pas aptes à encadrer les enfants à la maison. Suroccupés? Peut-être. Mais peut-être aussi que le contexte, c'est des parents qui n'ont pas reçu, eux non plus, l'instruction, ou qui n'ont pas un niveau, voilà, qui permettent quand même de suivre l'enfant. Donc l'enseignant a la responsabilité de porter cet enfant-là. Mais les parents ont également leur rôle. Ce n'est pas pour dire que les parents n'ont rien à faire. C'est pas pour dire que les parents n'ont rien à faire, mais nous pensons que c'est d'abord l'école. C'est à l'école que l'enfant est censé tout apprendre, tout savoir, et le reste, les parents s'en occupent à la maison. Et Valentin, avant d'aborder une autre manche, les réformes dans le public. Qu'est-ce qui revient au privé? Parce qu'aujourd'hui, les écoles privées aident l'État à absorber une bonne partie des apprenants. Dans ces réformes, quelle est la part du privé? Oui, mais tout à l'heure, lorsque je vous donnais l'exemple d'encadrement, je vous ai dit qu'il y avait des annales qui étaient mises à disposition pour aider, pour accompagner les enfants. Mais c'est dans le public comme dans le privé. Le privé ne saurait être délaissé. C'est vrai que le public absorbe le gros lot. Il y a une attention particulière sur le public. Parce que par le passé, vous savez, les meilleurs résultats ont toujours été donnés par les écoles privées. Ça n'a pas changé. Mais il faut également, aujourd'hui, même si ça n'a pas changé, même s'il y a eu, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le niveau du public a évolué. On a remonté le niveau. Les gens n'avaient pas l'envie et avaient cette crainte-là même d'inscrire leurs enfants dans les écoles publiques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais demandons à M. le ministre de jeter un coup d'œil aussi sur les privés qui font un travail formidable pour les citoyens béninois. Le gouvernement a toujours un clin d'œil aux écoles privées. Le privé est toujours, fait partie du système.
on ne saurait écarter les écoles un privées. des problèmes que le système éducatif béninois rencontre aujourd'hui, c'est bien l'effectif des enseignants mis à tâche pour réussir cette mission. De plus en plus, le gouvernement se rabat sur les AME. Quelle est la situation des AME aujourd'hui? D'accord. Vous savez, pour parler de la situation des AME, nous allons faire revenir déjà sur leur situation de départ. Déjà, quelle est la situation des enseignants pour qu'on puisse recourir aux AME? Il faudra dire que en 2016, l'état des lieux avait montré un gap de 12 000, sinon un peu plus de 12 000 enseignants dans nos écoles. Donc, il fallait trouver... Un gap à combler. Un gap à combler. Okay. Il fallait trouver les mesures, les moyens de mettre des enseignants dans les écoles. D'où cette proposition, sinon cette formulation des aspirants au métier d'enseignant. Et ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Vous savez, c'est vrai, moi je suis jeune, mais je pense que M. Moïse a quand même connu les années antérieures, ce qu'on a appelé, je n'ai pas gardé en tête, mais je pense qu'il y avait les jeunes révolutionnaires, voilà. Ceux qui appellent le bac, voilà. étaient formés au camp. Exactement. On a connu également les enseignants. Ils m'ont gardé. On a connu les enseignants communautaires. Il y a eu quand même... c'est pas la première fois. Oui, il y a eu les communautaires. Voilà, ce sont les appellations peut-être qui changent un peu. Mais aujourd'hui, on a dit aspirant au métier d'enseignant. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de devenir enseignant. Donc, il n'est pas encore enseignant. Il se prépare à être enseignant. Voilà. Aspirant au métier d'enseignant, mais on le forme. Lorsqu'il aspire à la vocation, il aspire au métier, lorsqu'il intègre donc ce corps-là, il est formé pour devenir enseignant et un très bon enseignant. Est-ce qu'on peut être aspirant lorsqu'on a fait l'école de formation, lorsqu'on a un BAPES ou lorsqu'on a un diplôme universitaire dans le domaine? Est-ce qu'on peut être aspirant? Vous pouvez. Si vous aspirez à être enseignant, vous pouvez, il y a des recrutements. Lorsque le recrutement, l'État lance comme ça le recrutement, vous allez vous inscrire. Est-ce que c'est normal qu'on recrute quelqu'un qui a son parchemin, un spécialiste d'un domaine comme aspirant à ce métier? Mais c'est vous qui aspirez. L'État est preneur. Il a déjà aspiré parce qu'il a fait la formation, il a la spécialité nécessaire. S'il a la spécialité qu'il faut, mais qui n'est pas dans le corps, ou du moins qui n'est pas dans le corps enseignant, n'est pas dans le système, il faut forcément passer par un couloir pour entrer. Alors, quelle différence faites-vous entre quelqu'un qui a le parchemin et quelqu'un qui n'a pas le parchemin, mais qui a le niveau pour enseigner et qui, lui, aspire à aller à l'enseignement? Si c'est un professionnel qui est passé par les écoles, oui. Et parce qu'il y a encore aspirant. Non, il y a des écoles. Lorsque vous avez des écoles, je pense jusqu'à une certaine, les écoles, les ENI, lorsque vous passez par l'école normale supérieure d'instituteurs et que vous sortez, il y a un stage. Et après, l'État vous recrute. Donc, si vous n'avez pas été recruté, vous étiez où? Vous faisiez quoi? On avait gelé en temps le recrutement. Donc, oui, lorsque le recrutement, on a gelé, mais on a repris. Maintenant, lorsque on relance les recrutements et que vous venez, vous pouvez venir avec votre diplôme professionnel. Vous avez le niveau, vous êtes pris. Donc, et on vous déploie sur le terrain. Vous rentrez dans une cohorte. Dans une base de données. AME. Oui. OK. Dans une base de données. Lorsque vous venez, oui. Donc, lorsque les aspirants au métier d'enseignant, vous savez un peu comment ils ont été recrutés. Voilà, nous n'allons pas revenir sur ces aspects-là. Mais il faut dire qu'ils étaient payés au départ 9 mois sur 12. Le 7 décembre 2022, qu'ils vous souviennent, le gouvernement a pris la décision de reverser les AME restés au poste. Je répète, reverser les AME restés au poste pendant au moins 3 ans de façon continue. C'est-à-dire des gens qui ont réellement travaillé sur le terrain, qui étaient à la tâche. Le gouvernement a décidé de les reverser. Donc, depuis 2023 et de 2023 à nos jours, il faut dire qu'ils sont payés 12 mois sur 12 et qu'ils bénéficient, à l'instar donc de tous les agents et fonctionnaires béninois, d'un sursalaire de 20 000 francs par mois. Mieux, ils bénéficient d'une protection sociale à travers la prise en charge médicale, l'octroi de congés de maternité et une totale prise en charge des cotisations sociales par l'État.
Ce n'est pas tout. Sur le plan pédagogique, ils bénéficient également d'un renforcement de capacité et prennent part aux formations comme les autres corps. Donc, voilà leur situation actuelle. Alors, quel est le sort qui est réservé à cette catégorie-là? Parce que là, le souhait serait qu'ils finissent par atterrir dans la fonction publique. Comme agent permanent de l'État. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement du Bénin est un gouvernement responsable. C'est un gouvernement responsable et sérieux. La décision a été prise en décembre, le 7 décembre 2022, et des dispositions sont prises. C'est un acquis, ils seront reversés. C'est un acquis, ils seront reversés. Vous savez, lorsque la décision est prise, le processus est lancé. Et c'est plusieurs ministères. Madame, leur inquiétude, ils seront reversés, d'accord. Mais le régime est en train de finir. Mais l'administration, c'est une continuité. Ils n'ont pas la certitude que le régime... Mais il faudrait qu'ils aient cette certitude-là. L'administration, c'est une continuité. Parce qu'il y a des gens qui ont fait passer... Vous savez, moi je dis, je répète... Si le gouvernement a la capacité de les amener à 12 mois sur 12, pourquoi on ne les recrute pas? Mais c'est déjà un acquis, je l'ai dit. Ils seront reversés. Et vous savez, c'est même un acquis puisque dans le budget de l'exercice 2025, c'est prévu. Qu'il y ait des reversements des AME. Bien sûr. Donc, dans le budget de l'exercice 2025, c'est prévu. Donc avant le 17 septembre, qu'est la rentrée, ils seront certainement reversés. Une chose est sûre, le processus est en cours et il aboutira. Alors, lorsqu'on prend... il y a une impatience au niveau des AME qui se comprend. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils veulent être rassurés. Qu'ils soient rassurés. Ils seront reversés, c'est un acquis. Alors, lorsqu'on prend le processus, vous avez parlé en 2016, 12 000, le gap était de 12 000. Aujourd'hui, quel est le gap? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de gap. Parce que nous avons... Est-ce que le gap a été comblé? Le gap a été totalement comblé. Parce que là, le besoin a augmenté puisque le nombre d'enfants enseignés a... Le gap a été totalement comblé parce qu'il y a eu plusieurs recrutements. Vous vous rappelez, il y avait eu d'abord la première cohorte de 10 000 et quelques AME. Il y a eu ensuite un autre recrutement. Donc, le gap a été totalement comblé pour que nous ayons un déficit de 0. Maintenant, nous continuons de dire, il y a par endroits des AME, des enseignants qui désistent, ou peut-être nous ne le souhaitons pas pour raison de santé, pour raison de voyage. Voilà, pour raison de voyage. Il y en a qui, voilà, donc ça c'est des réajustements qu'il faut faire et qui se font au fur et à mesure au niveau des années, de chaque année scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire cette année que dans toutes les écoles du Bénin, il y a suffisamment d'enseignants pour encadrer les enfants? Une chose est sûre, c'est que dans toutes les écoles du Bénin, il y a des enseignants pour encadrer les enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des disparités compte tenu de certaines raisons, décès, nous ne souhaitons pas, voyage, problèmes de santé, etc. Et des réajustements se font. Mais nous savons aujourd'hui que nos enfants sont encadrés et bien encadrés dans les écoles. Mais quelles sont les mesures de contrôle? Parce que quand vous écoutez, il y a des parents qui dénoncent un certain nombre d'enseignants qui ne font pas bien le travail. Est-ce qu'il y a des mesures de contrôle mises en place pour surveiller ces enseignants? Bien sûr, bien sûr. Il y a le corps de contrôle, il y a le corps d'encadrement. Il y a les inspecteurs. Vous savez, par le passé, il y avait ce problème-là. On parlait de région pédagogique. On en avait 45 en 2016 sur toute l'étendue du territoire. Mais il y a eu des mesures en 2025 de recruter 25 je pense c'est 25 CP et 50 inspecteurs chaque année, ce qui se fait. Et il y a des cohortes qui sont en formation, qui sortent chaque année. Donc, à l'heure où je vous parle, on parle désormais de circonscriptions scolaires. Tout à fait. Et au niveau des circonscriptions scolaires, je pense qu'on en a 90 aujourd'hui. Il y a des inspecteurs, il y a le corps de contrôle qui joue son rôle. Et je vais loin. Il y a une innovation à ce niveau-là. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé depuis 2019 de mettre à disposition du corps de contrôle et d'encadrement des moyens roulants acquis sur le budget national de l'État. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Par le passé, on attendait que ce soit des projets qui viennent... Donc aujourd'hui, les corps de contrôle couvrent toutes les zones? Oui, couvrent toutes les zones. Les corps de contrôle, il y a des moyens. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a encore une acquisition de véhicules, de moyens roulants qui seront encore déployés sur le terrain pour accompagner les circonscriptions. Alors, donc, pour vous dire que le gouvernement tient également à cet encadrement de proximité pour permettre de comprendre et d'accompagner davantage les enseignants pour de meilleurs résultats.
Alors, lorsqu'on regarde tout ça, toutes ces réformes ont abouti au résultat de 81% en 2025. Obtenu, et on espère que la tendance serait ascendante chaque année. C'est le souhait. Mais beaucoup se demandent aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire de continuer par faire cet examen au vu donc des résultats que nous avons aujourd'hui qui, ma foi, on se pose à cette question, est-ce que c'est nécessaire encore le CEP? À quoi est utile cet examen? Bon, je renvoie ces personnes-là à deux lois. La loi d'orientation de l'éducation nationale au Bénin. C'est sur Internet. Donc, chacun peut aller voir. Vous allez voir que la loi, cette loi-là, stipule en son article 26, je cite, « La fin des études de l'enseignement primaire est sanctionnée par l'examen du certificat d'études primaires, CEP. » Je continue avec la loi 2015-18 portant statut de la fonction publique, dans laquelle il est prévu différentes séries d'articles où le CEP revient dans les informations pour différents statuts d'agents, notamment les cas de la catégorie D. C'est pour dire quoi? Cette catégorie-là, qui a le CEP, bénéficie donc de son statut à cause de cet examen, sinon grâce à cet examen-là. Comme quoi, le CEP demeure le sésame pour accéder à la fonction publique. C'est pour dire quoi? Je vais loin. Lorsque vous voyez de près, vous allez voir que le diplôme du CEP, c'est non seulement le premier diplôme, mais il reste et demeure important dans le parcours à l'accès à l'emploi public au Bénin et pour beaucoup de citoyens. Pour exemple, lorsqu'on parle du CEP, nous avons quand même des pays quand même qui travaillent avec nous, que nous avons comme exemple, comme la France par exemple, qui entre-temps a supprimé le CEP. Mais c'est ravisé. Pourquoi? Mais vous ne pouvez pas comprendre, mettre un enfant à l'école, au premier degré, faire un processus de 6 ans et ne pas évaluer cet enfant-là pour qu'il accède à d'autres formations, d'autres champs de formation. Et vous savez que les devoirs, les évaluations en classe sont plus durs, sont plus difficiles que les examens. Mais c'est quand même important. Nous sommes au Bénin. Oui. Et nous avions cette habitude-là de faire ce qu'on appelle libération pour nos enfants, pour nos sœurs. Oui. Mais c'est sur la base de quoi? Lorsque vous mettez un enfant en formation, même dans le secteur de l'artisanat, où beaucoup de choses se font aujourd'hui, il fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon le contrat. Mais après, il y a un diplôme, il faut l'évaluer. Parce que ceux qui demandent que le CEP soit supprimé estiment qu'on demande aux enfants béninois d'aller au niveau supérieur, c'est-à-dire d'aller au master. C'est ce qu'on demande à la majorité. Donc les gens estiment que, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre moyen pour certifier le passage du CM2 au collège? Le CEP demeure indispensable, important. Et comme je l'ai dit, ça fait partie. Je vous ai parlé de loi. Oui, oui. Lorsque vous prenez la loi de l'éducation nationale... On peut toujours toucher aux lois. Oui, on peut toucher aux lois, mais il faut toucher pour apporter en plus. Un grand débat a été fait par des universitaires qui estiment que le CEP devait être supprimé, mais finalement, le débat s'est soldé par le maintien du CEP. Parce que lorsque vous réfléchissez, lorsque vous débattez, et que les experts se retrouvent et finissent par convenir que le CEP est important, c'est qu'il y a une raison. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des concours au niveau de l'entrée dans la fonction publique Bien sûr, qui exigent le CEP. Je vous ai donné, par exemple, l'exemple des cadres de la catégorie D. Lorsque vous allez au niveau de cette loi fondamentale, là, vous allez voir, vous avez toutes les dispositions, vous allez voir quel type de personnes, les différentes échelles et tout, vous avez toutes les informations à ce niveau. Donc, le CEP continue donc de faire son petit bonhomme de chemin. Le CEP est très important. Et donc, quand vous obtenez le CEP, ça vous ouvre les portes du secondaire. Ça vous ouvre les portes également de l'emploi. Pour ceux qui ne veulent pas continuer, aller plus loin. Mais il y a une réalité sur laquelle je voudrais revenir, c'est les différents âges. On a dit, pour être au CI, il faut régulièrement avoir 5 ans. Oui, 4 ans et demi. 4 ans et demi, 5 ans. Oui. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a des enfants qui viennent au collège à 9 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsque vous allez même sur la plateforme, tout ceci est en train d'être régulé. Vous savez, on ne peut pas régler tous les problèmes en eux.
Mais on fait l'effort de les résoudre au fur et à mesure. Et un travail continue de se faire, en fait. À ce niveau-là. Comment ça fonctionne au niveau de la plateforme? Au niveau de la plateforme, vous avez tous les enfants inscrits. Les enfants qui sont actuellement dans le système, les enseignants, tous sont inscrits. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus envoyer un enfant au CI. Un enfant de 3 ans au CI. Il faut que l'enfant ait une certaine maturité. Il faut respecter les tests. Donc, veiller au si vous envoyez un enfant de moins de 3 ans ou de 3 ans au CI, qu'est-ce qui se passe? Mais l'enfant n'a pas la maturité nécessaire pour affronter. Est-ce que le système les jette au CM2? Non, il ne peut même pas commencer. Je dis aujourd'hui. Non. Il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Il peut pas, un enfant de 3 ans ne peut pas faire le CI. Et s'il le faisait? Il ne peut pas le faire. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est 4 ans et demi, 5 ans révolus pour être au cours d'initiation. C'est prévu comme ça dans la loi d'orientation. Et s'il le faisait? Comment il fera le CEP? Donc ça veut dire qu'à 10 ans, normalement, on ne doit pas rentrer au collège à moins de 10 ans. Normalement. Mais ce qui se faisait par le passé. On avait des enfants même plus jeunes. 8 ans, 8 ans et demi, on faisait passer les enfants en candidat libre et tout. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, vous allez voir des enfants à 14 ans, 15 ans, qui passent le bac. On se dit, mais est-ce qu'ils on a quand même des enfants très intelligents. Il y a des enfants qui ont ce génie-là. Ça, c'est des exceptions. Bon, est-ce qu'il y a des mesures particulières pour permettre à ces enfants-là de passer les examens? Moi, je ne saurais le dire, je ne suis pas pédagogue. Alors, quelles sont les mesures, quels sont les défis qui se présentent aujourd'hui à l'enseignement maternel et primaire? Les défis. Ce qui est dit, tout n'est pas fait. Tout n'est pas fait. Et tout ne saurait être fait. Je peux dire que, vous savez, le ministère est toujours dans une démarche d'anticipation. Les défis, il y en aura toujours. Mais dans ce contexte-là, actuellement, nous sommes déjà en vacances, mais nous préparons déjà la rentrée scolaire prochaine. Le calendrier de l'année scolaire est déjà sorti. Exactement. Donc, le calendrier scolaire est connu en avance. Donc, la rentrée 2025-2026 débute le lundi 15 septembre 2025. La pré-rentrée est rendue obligatoire, donc du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2025. Et donc, le comité qui prépare les journées pédagogiques est à pied d'œuvre. Voilà. Et il y aura également bientôt le séminaire préparatoire pour la rentrée 2025-2026 qui démarrera, sauf erreur de ma part, le 24 juillet prochain, sous la tutelle du Conseil national de l'éducation, avec tous les ordres d'enseignement. Donc voilà, une feuille de route sera définie pour le tour. Alors, lorsque vous regardez un peu, quelle est la machine qui est mise en place pour que, puisqu'il n'y a plus les grèves, il n'y a plus, comment fait-on pour connaître les besoins des enseignants? Est-ce qu'il y a un créneau qui est prévu au niveau? Il y a le dialogue social. Il y a le dialogue social qui se poursuit avec les CAP. Donc, les discussions continuent avec voilà, les partenaires sociaux, avec les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, avec les enseignants eux-mêmes. Donc... Est-ce que dans le cadre des préparatifs de la rentrée, parce que déjà vous avez déjà commencé par préparer la rentrée 2025-2026, est-ce qu'il est prévu des bibliothèques? Parce que dans certains milieux du pays où les parents sont diminués, il n'y a pas de bibliothèque pour permettre aux enfants de se cultiver. Parce que le programme actuel, ce n'est plus l'enseignant qui donne tout. L'enseignant met l'apprenant sur le chemin et l'apprenant fait des recherches, quitte à les confronter avec le savoir de l'enseignant. Est-ce qu'on a prévu pour la rentrée prochaine l'installation de ces mini-bibliothèques-là dans toutes nos communes et dans tous nos arrondissements? Nous savons déjà qu'il y a des bibliothèques qui existent dans chaque commune, dans les départements, les chefs-lieux et tout ça. Et nous savons également qu'il y a des outils qui sont mis à la disposition des enseignants chaque année pour accompagner les enfants. Sur tout cela. Et il y a un autre, parlant de réforme, il y a des accompagnements qui se font. Vous savez, chaque veille de rentrée, il y a des kits qui sont offerts aux enfants dans les zones beaucoup plus reculées, les zones un peu plus beaucoup plus démunies. Il y a des kits scolaires qui sont offerts avec les partenaires, le gouvernement avec ses partenaires qui vont sur le terrain et offrent des sacs, des fournitures scolaires, tout ça pour accompagner les parents et accompagner les enfants à bien démarrer leur rentrée. Donc il y a quand même un dispositif et il y a des mesures qui sont prises chaque année pour cela. Et que faites-vous pour vous garantir que ce matériel qui est mis à disposition n'est pas détourné? Non. Vous savez, il y a déjà un suivi. Il y a un suivi, un contrôle qui se fait au niveau de tous les départements et au niveau des écoles. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a cet encadrement, ce contrôle de proximité-là
qui fait que l'enseignant est accompagné et suivi. Donc, ces documents-là ne seraient... Maintenant, il y en a, on a connu des cas où des documents qui ont été conçus par l'État avec les frais et les moyens de l'État ont été récupérés, falsifiés, si je peux employer ce terme-là, et vendus. Mais ces derniers, il y a eu des enquêtes qui ont été menées et ces personnes-là ont été écopées et voilà, ont subi les rigueurs de la loi. Est-ce qu'il est prévu pour la rentrée prochaine de revoir les curricula de formation? Parce que il faudrait que désormais la formation qu'on donne aux enfants à l'école soit en adéquation avec la réalité. Il y a déjà eu des curricula révisés et je pense que le processus continue. Tu as toujours l'approche par compétence? Toujours. Je ne suis pas pédagogue. Oui, nous sommes toujours dans l'approche par compétence. Mais je pense que... Il faut permettre à l'apprenant d'éclore et de... ses talents. Voilà. Alors aujourd'hui, cette émission tire inexorablement à sa fin. Pour la rentrée prochaine, quelles sont les innovations? Pour la rentrée prochaine, les innovations, nous pouvons dire que déjà, nous allons commencer à temps. Comme d'habitude, depuis quelques années, nous allons reprendre à temps. Il y aura les outils de formation, les cahiers d'activité, les annales à temps dans les écoles. Il y a également que les listes des directeurs et autres... Les nominations seront connues à temps également. Ça permet aux enseignants de se préparer pour ceux qui doivent bouger. Donc, il y a tout ça qui se fait. Donc, innovation, il y en aura toujours dans ce sens-là, de ce qui se fait déjà. Les AME, il y en a qui ont été radiés, qui ont été rappelés. Par rapport à ça, est-ce qu'ils ont déjà rejoint? Les AME ou les enseignants? Les enseignants ceux qui ont refusé de prendre part à l'évaluation diagnostique. Ben, ils ont été rappelés. Vous savez, le gouvernement a revu quand même, le chef de l'État a accordé, voilà. Il est revenu sur ça. Il a accordé à ces derniers-là de reprendre. Donc, je pense que la République a besoin il y a un communiqué qui est même diffusé déjà et qui leur demande de reprendre, de se rapprocher, voilà, avec une date butoir, du vendredi 25 juillet, donc de se rapprocher des autorités, de l'administration pour pouvoir reprendre service. Donc, nous les invitons à reprendre service. Alors, cette émission, oui, vas-y. Oui, quel message vous avez envoyé aux parents, surtout en ce qui concerne les filles? Parce qu'au-delà de ce qu'on dit, il y a des familles qui restent encore réticentes pour envoyer les filles à l'école. Alors, le monde de demain appartient aux filles. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont faites. Vous savez, en 2022, il y a eu le forum sur l'accélération de l'éducation de la fille. Et avant, il y avait ce slogan-là, on disait toutes les filles à l'école. Aujourd'hui, on ne dit plus, on dit tout le monde à l'école. C'est parce qu'il y a eu une évolution, une belle évolution. Donc, nous allons solliciter et implorer les parents d'accompagner le gouvernement et de mettre tous les enfants à l'école. Voilà, cette émission tire à sa fin. Aminata Dia, votre mot de fin. Bon, merci à vous pour l'invitation, Valentin Adibocha. Merci à vous, Moïse. C'était un plaisir, mesdames et messieurs, d'échanger avec vous. Il faut dire que les résultats du CEP 2016 à 2025 montrent quand même une tendance positive en termes d'accès à l'éducation primaire et de réussite scolaire. Donc, ces prouesses n'étant pas une fin en soi, le gouvernement continuera donc de mettre tout en œuvre pour atteindre ces objectifs en mettant l'accent davantage sur l'éducation de qualité et inclusive. Merci. Voilà, on espère qu'on va arriver au 100% de réussite à l'examen. C'est le souhait de tout le monde. Mesdames et messieurs, on espère que cette émission vous a plu et que les inquiétudes ont été levées en matière d'encadrement des enfants, en matière de la qualité de l'éducation qui est donnée, en matière d'aboutissement des réformes qui ont été engagées depuis 2016 et qu'à l'arrivée du prochain gouvernement, on n'aura pas à reculer, au contraire, on aura à avancer. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de Free Speech. On était avec notre ex-consoeur, point focal communication du ministère de l'enseignement maternel et primaire, Aminata Dia. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et merci au ministre Saliman Karim qui a montré sa disponibilité à répondre aux préoccupations des journalistes. Et notre souhait, c'est que les autres ministères
fonctionne également de la sorte parce que là, il fait partie des rares ministères des rares ministres dans ce gouvernement. Dès que vous l'appelez ou vous lui envoyez un message, il vous reçoit et il dissipe vos inquiétudes. Merci donc au ministre Salimane Karim et à tout le gouvernement pour le travail qui est fait, pour l'amélioration des conditions de travail et d'études de nos enfants. On espère que la tendance ira croissante chaque année pour que le Bénin se hisse au rang des grandes nations éducatives du continent africain et pourquoi pas du monde entier. Nous espérons avoir des Harvard ici au Bénin pour le bonheur de la population et pour le développement de notre pays. Merci à chacun et à tous d'avoir suivi cette émission. Gardez votre position d'écoute car sur Speedline, nous travaillons pour que le meilleur vienne toujours. Merci.